Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Suro où on a tenu à faire un focus avec Valéria ici présente sur SenseCog. Donc on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi consiste ce projet et aussi introduire la thématique. Donc déjà pour nous présenter, je laisse te présenter Valéria. Oui, donc je suis Valéria Valera, je suis chercheuse dans l'équipe COPTECH de l'Université Côte d'Azur. Et j'ai travaillé notamment sur ces projets qui s'appellent SenseCog et qu'on va vous détailler un peu plus sur les croisements des troubles de la sensorialité et des troubles cognitifs. Et donc je suis Oriane Gros, maître de conférence en neurosciences et orthophoniste au laboratoire COPTECH et au centre mémoire. Et j'ai travaillé notamment en surdité, où on a beaucoup de recherches justement sur la cognition et l'audition, et également en parallèle au centre mémoire, donc vraiment pour l'évaluation des troubles liés aux aspects neurodégénératifs, d'où l'intérêt aussi sur ce sujet. Le titre de ce webinaire, c'est les différentes étapes et enjeux d'un projet de recherche, focus sur SenseCog. Donc déjà, pour expliquer un petit peu, il faut se dire qu'est-ce que génère au niveau cérébral la sensorialité. Donc il y a un exemple qui est assez parlant, visuel, mais aussi au niveau auditif, c'est celui de qu'est-ce qu'il se passe quand on entend de la musique. Alors on va vous mettre un petit extrait sonore, on va regarder ce que ça produit au niveau de notre cerveau. Donc là, on est en IRM fonctionnel. Donc ce qu'on voit, c'est que plus c'est foncé et plus c'est dans les couleurs chaudes, plus il y a d'activation au niveau cérébral. Donc comme on peut le voir, on voit qu'il y a une activation qui n'est pas à un endroit quand on a vraiment cet aspect auditif, mais qui va se répartir au niveau cérébral dans plein de localisations différentes. Le corps calleux, le cortex moteur, forcément, avec le côté aussi de geste que va supposer l'audition, le cortex préfrontal, l'amygdale très émotionnel, le noyau accumbens, le cortex sensoriel évidemment, le cortex auditif en temporal évidemment également, l'hippocampe, avec tout ce qu'aussi la musique, mais aussi même les mots vont évoquer au niveau mnésique, le cortex visuel, parce qu'on a tendance à visualiser aussi ce qu'on entend, et le cervelet. Là, on a compris que c'est pas une localisation quand on entend une musique, un son, un bruit, mais que les localisations vont être multiples et avec vraiment un réseau de diffusion. Et au niveau de justement cette plasticité que la musique, que l'audition peut générer, on le voit aussi vraiment sur le fait que si on fait une formation musicale, une intervention musicale, on va avoir une plasticité qui va s'améliorer du fait de justement toutes ces connexions à différents endroits au niveau cérébral que la stimulation sonore va générer.
Pour exemple, là, cette étude qui portait sur 25 enfants qui avaient entre 6 et 13 ans et qui avaient fait une formation musicale de 9 mois. Donc là, on voyait avant la formation musicale. Donc là, on voit vraiment les fibres sous-corticales qui sont au niveau frontal. Et après la formation, on voit qu'il y a une augmentation de justement cette connexion au niveau frontal avec des fibres blanches qui vont se renforcer leur connexion, ce qui explique aussi l'importance, l'intérêt de cette stimulation sonore pour une plasticité cérébrale qui soit positive. Donc on retrouve justement cet aspect vraiment sur les connexions qui vont améliorer les connexions cérébrales grâce à la stimulation sonore. En cas de déprivation sensorielle, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement si j'ai moins de stimulation sonore, mais ça marche aussi pour le visuel, on le verra, est-ce que justement ma plasticité cérébrale va s'en retrouver altérée? Est-ce qu'il y aura un effet par conséquent sur la cognition? Donc les questions qu'on se pose, c'est donc est-ce que les différences sensorielles, déficiences sensorielles sont-elles associées à la fonction cognitive? On commence à comprendre que oui. Est-ce que surtout, et donc ça c'est aussi la thématique du projet SenseCog que va vous détailler Valéria, est-ce que c'est les interventions qui visent à améliorer des troubles sensoriels vont être associées aussi à une amélioration de la fonction de la cognition? Alors déjà, pour répondre à la première question, est-ce que l'audition et la cognition sont reliées? Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur quand même des très grosses cohortes. On parle de l'étude SHARE au niveau européen qui rassemble plus de 20 pays avec un total de 60 000 individus âgés de 50 ans et plus qui ont été interrogés vraiment tous les 2 ans. Et ce qui a été vu, c'est que quand on avait une mesure cognitive, quand on avait une bonne fonction auditive, on voit une meilleure cognition. Donc c'est des courbes qui se suivent. Donc on voit vraiment qu'elles chutent en même temps avec l'avancée en âge. Donc on a une moins bonne cognition, évidemment, on le sait, avec l'avancée en âge. Mais surtout qu'elle est reliée, elle suit mais surtout que quand on a un trouble auditif, notre connexion va être moins bonne au fil des années. Donc là, on voit vraiment les courbes. D'autres études, il y a l'étude ELSA, qui est une étude anglaise, qui a été menée de la même manière, de façon longitudinale. Donc pour rappel, on en profite pour faire des petits rappels d'études. Qu'est-ce que c'est la différence entre une étude longitudinale et une étude transversale, Valéria? Oui, donc c'est juste qu'en fait, dans l'étude transversale, on prend un certain moment et on l'analyse dans les détails. Donc, par exemple, on fait l'étude cette année, les sujets suivis cette année et c'est tout. Et après, on les laisse répartir dans la nature. Et l'étude longitudinale, l'objectif, c'est vraiment de suivre les mêmes sujets au cours des années. Donc là, par exemple, apparemment, c'est pour plusieurs années d'études de 2002-2015. Donc, on les suit pendant les années et on voit l'évolution de chaque individu. Comme ça, on peut tracer des courbes temporelles aussi. Exactement. Donc c'est ce qu'ils ont tracé, là on le voit, et on voit que ça soit au niveau de l'enquête SHARE, ELSA, donc anglaise, ou HRS, qui était cette fois-ci une étude américaine, donc qui ont rassemblé 11 391 répondants en Angleterre et 20 000 en Amérique, on a toujours, comme on voit, cette courbe qui est plus basse au niveau cognitif quand on a une mauvaise audition que quand on a une audition qui est préservée. Donc en résultat, les personnes malentendantes ont une fonction cognitive inférieure à celles qui ont une bonne audition. Alors qu'en est-il au niveau visuel? Donc c'est la question qu'on peut se poser. On a regardé la même chose dans ces études, mais cette fois-ci au niveau de la vision. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir, Valéria? Eh bien, ça semble plutôt la même chose, c'est-à-dire que c'est même encore un peu plus marqué, si vous voulez, par rapport à la différence entre la courbe noire, si vous la voyez bien, et la courbe rouge. Et donc, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont moins bons, en fait, au niveau cognitif, quand ils ont des troubles visuels associés.
Et si vous pensez, voilà, c'est logique, effectivement. Ouais. Mais les démontrer comme ça, c'est quand même, c'est pas juste une anecdote. Là, il y a des données qui les démontrent carrément. Et donc après aussi, on peut se dire, si on a les deux, est-ce que pareil, ça, il va avoir un impact qui va être doublé. Et là, c'est ce qu'on voit avec pas de trouble la noire, un seul type de trouble sensoriel, auditif ou visuel, et double, donc c'est-à-dire trouble auditif et visuel. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'impact, il est clairement doublé, hein. Et ça, dans l'ensemble des études. Donc, oui, la sensorialité a un effet sur la cognition et les déficiences sensorielles peuvent multiplier l'impact, plutôt doubler l'impact sur la cognition. On arrive vraiment au questionnement de Senscog aussi, hein, sur est-ce qu'une intervention peut modifier cet effet. Donc il y a une première réponse qu'on va trouver dans l'étude de Marini et son équipe en 2018. Donc là, c'était 2040 personnes qui étaient issues de l'enquête HRS. Donc ça, pareil, dans les études, et je te laissais peut-être l'expliquer Valérie, mais il peut avoir justement une cohorte qui va faire quelque chose où il va avoir une étude plus spécifique, où on va vérifier dans une cohorte plus grande, hein, parce qu'il y avait 20 000 personnes dans l'enquête HRS, on va regarder plus spécifiquement une partie de la cohorte. Oui. On les appelle souvent les études ancillaires, c'est-à-dire que dans la grosse cohorte, on a un suivi plus spécifique d'une sous-type des participants qu'on a choisi parfois au hasard, parfois parce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques, et on essaie de les suivre dans les détails et parfois de proposer des interventions différentes par rapport aux autres. Et voilà, on fait une sorte de focus dans la grosse cohorte sur un échantillon plus petit qu'on peut par contre un peu mieux contrôler. Et cet échantillon plus petit, il était de 2040 personnes, avec un but, c'était d'évaluer si les trajectoires de déclin cognitif diffèrent avant et après mise en place d'un appareillage, donc d'un appareillage auditif pour celle-ci, et on verra après, et visuel pour l'autre. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est assez flagrant, hein. Donc là, c'est le moment où ils ont utilisé l'appareillage auditif. Et on voit qu'au niveau de la courbe, il y a une cassure de cette courbe, et donc il y a une amélioration qui arrive. Donc ça veut dire qu'on peut améliorer la cognition. Là, c'était vraiment la mémoire épisodique qui était testée par l'intervention avec l'appareillage auditif. Ce qu'on voit ici, c'est la différence au final. Donc c'est le gain qui a été obtenu grâce à cette intervention. Et donc on voit sinon que la pente de déclin a été plus importante. Mais ce qui peut aussi nous alerter, c'est que, comme on voit, là, on a quand même, au moment de l'appareillage, une petite descente de la mémoire épisodique et qui est vraiment propre à l'aspect auditif et qu'on ne va pas retrouver au niveau visuel. Et ça qui s'explique aussi par la plasticité qui est mise en place quand on a une perte auditive spécifique. Donc là, toujours une étude ancillaire, hein, c'est ça, sur l'étude ELSA, cette fois-ci qui était l'étude anglaise. Donc c'est une autre étude ancillaire, c'est ça cette fois-ci la cohorte ELSA. Et donc sur 7500 personnes, et là le but c'était de regarder si la cognition se modifiait après la chirurgie de la cataracte. Et donc là, même chose, effet, mais avec une différence qui est notable. Je ne sais pas si tu la vois aussi, Valéria. Oui. C'est qu'au final... Là, ils n'ont pas diminué. Au contraire, ils ont tout de suite augmenté un petit peu par rapport à la courbe imaginée des suivis. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, les effets sont immédiats. Immédiats, c'est ça. Alors que pour l'audition, les effets sont retardés du fait justement de l'habituation aussi cognitive à l'appareillage et à la modification dans le fonctionnement cognitif, aussi de perception sonore surtout. Alors vous l'avez compris, hein, toute cette notion de plasticité, ça veut dire que quand il y a une privation sensorielle, il y a une réorganisation cérébrale qui va se mettre en place. Cécité, surdité, c'est un peu des choses qui se ressemblent. On s'aperçoit maintenant avec toutes les études sur l'olfaction que c'est aussi le même principe. Quand il y a une déprivation d'un sens sur un certain moment, on va avoir une neuroplasticité, donc des nouvelles connexions qui vont être renforcées et qui peut être
délétères, pathologiques, parce qu'ils vont entraîner justement des modifications dans le sens d'une diminution de la fonction cognitive. Donc là, ce qui avait été montré déjà en 2000 au site des études de Leclerc et de Koujala, qui disait qu'on avait chez les personnes aveugles un recrutement, une réorganisation qui se mettait en place au niveau intermodal avec l'activation de structures auditives lorsqu'on avait de la stimulation visuelle. Donc au final, on a le lobe temporal, si on veut être très localisationniste, qui va s'activer si on voit une image, alors que normalement, on le sait, c'est vraiment plutôt au niveau occipital majoritairement. Dans la surdité, vous allez voir, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que pour une partie des patients, souvent on va avoir une réorganisation corticale qui fait qu'on aura une activation, cette fois-ci occipitale, quand on aura un stimulus auditif. Un stimulus auditif, pardon. Donc voilà, vraiment la même chose que je disais. Là, c'était une étude qui avait été menée. Donc, on faisait de l'EEG, on mettait des stimulations visuelles, comme ça, plutôt en 3D, et on regardait le type d'activation en cas de surdité. Là, notamment, c'était après implantation cochléaire pour voir les performances selon la perception visuelle. Donc là, comme on voyait, ceux qui réussissaient bien, donc on était, on va dire, ceux pour lesquels la réussite de l'implantation était montrée, ils avaient une activation vraiment occipitale quand il y avait la stimulation visuelle, beaucoup plus occipitale. Quand, par contre, il y avait des mauvaises performances, on voit que c'était réparti beaucoup plus en temporal, donc beaucoup moins en postérieur. Donc ce qui veut dire que oui, il y a une plasticité pathologique qui se met en place, vu que quand la réorganisation est plus temporelle que visuelle, quand on présente des informations visuelles, on a aussi des moins bonnes performances quand il y a une réhabilitation auditive. Autre chose, et donc là, c'est pour justement se dégager, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup aussi des aspects beaucoup plus connexionnistes que localisationnistes. Là, une étude de Diane Lazare qui a beaucoup fait de travaux sur le sujet et qui montrait l'importance dans cette réorganisation des voies qu'on appelle dorsales et ventrales. Alors, qu'est-ce que c'est voie dorsale ou voie ventrale? C'est des faisceaux sous-corticaux. En dorsale, ça va être phonologique. Ventrale, on sait que c'est sémantique, donc voie du son, voie du sens, avec justement aussi, si on rapproche aux faisceaux sous-corticaux, par exemple, le faisceau longitudinal supérieur qui est la voie dorsale. Donc là, ce qui est montré, c'est que quand on a justement, quand les patients avaient des moins bonnes performances, donc là on voit mauvaise performance en noir, l'activation était plus au niveau, on le voit ici, au niveau de la voie ventrale. Donc c'était des gens qui avaient plus d'activation de la voie sémantique, qui avaient justement des moins bons résultats de reconnaissance des mots post-implantation cochléaire. Par contre, ceux qui avaient une meilleure reconnaissance des mots, donc perception des mots, perception de la parole, avaient eux une activation qui était sur la voie phonologique, qui est la voie dorsale, donc vraiment sur le faisceau longitudinal supérieur, donc ce qui montre aussi vraiment ces liens avec cette organisation qui se met en place. Et est-ce qu'il y avait des idées de quels facteurs peuvent influencer cette plasticité? Pourquoi certains patients réagissent d'une manière ou d'une autre, si on le sait? Alors ça, c'est vraiment des questions. On sait qu'il y a des facteurs qui vont jouer justement sur la réussite, le gain suite à l'implant cochléaire. On dégage le type de surdité, l'âge, la durée de la surdité, mais ce côté variable cognitive est vraiment, ça fait on va dire au moins une dizaine d'années que les chercheurs se penchent sur la question en pensant que c'est plus dû justement à la organisation cognitive. Alors après, pourquoi certains patients vont avoir plutôt un type de réorganisation cognitive plus qu'un autre? On peut supposer aussi que c'est sur du raccrochement, se raccrocher à plus des informations visuelles, donc avoir plutôt des techniques un peu plus compensatoires, qui va encore plus générer
justement cette organisation, là pour le coup, plus ventrale que dorsale. Donc ça va plutôt, on peut le supposer, même si voilà, il y a rien qui encore le met en évidence, que ça vient des techniques de compensation, de stimulation que la personne met en place en cas de déprivation sensorielle. Super. Alors, on peut se dire, oui, la cognition et la sensorialité sont liées, mais à quoi ça sert d'identifier la présence d'un trouble cognitif? Quelle importance ça a? Donc, déjà, qu'on le voit à chaque fois, nous, dans notre clinique, notamment au centre mémoire, évaluer un patient qui a un trouble cognitif, ça demande une certaine adaptation. Donc, quand il y a des troubles sensoriels et cognitifs, ça va être encore plus particulier pour la mise en place des tests, des évaluations qu'on va faire. Déjà, on va préférer les évaluations à domicile, dans certains cas. On va les programmer des moments où la personne est plus alerte. Donc, quand on va chercher à voir s'il n'y a pas un déficit auditif ou visuel, chez un patient où on sait qu'il y a un trouble cognitif associé, on fera attention à ça. Même chose qu'on fait attention dans les centres mémoire généralement. Il y a d'autres choses, peut-être en parler, Valérie, mais sur les aidants. Ouais, donc c'est bien si les aidants sont là, surtout si les troubles cognitifs un peu plus avancés, parce qu'ils peuvent déjà fournir des informations supplémentaires sur les quotidiens qu'on n'aurait pas sur place. Et même nous alerter, par exemple, voilà, la personne aujourd'hui, elle n'est pas très bien, mais d'habitude elle va mieux, ou au contraire, d'habitude elle n'est pas si alerte qu'aujourd'hui. Tout à fait. Il peut y avoir aussi des mauvaises perceptions du trouble. Oui. Donc des fois, les aidants peuvent nous aider, et on l'a plus dans le cas d'un trouble cognitif que quand il n'y en a pas de trouble cognitif, parce qu'il peut y avoir aussi des aspects d'anosognosie qui vont rentrer en ligne de compte. Il faut aussi avoir conscience qu'une personne qui va avoir des troubles cognitifs, surtout quand ils sont sévères, quand on rentre dans la démence, ne peut pas bien comprendre les instructions, tout simplement. Donc ça ne sera même pas un problème d'audition, mais les instructions ne vont pas être saisies, les consignes ne vont pas être comprises. Donc ça va après avoir des conséquences sur nos tests, ou peut réagir lentement. Donc dès qu'il y a des temps de latence, il faut considérer que c'est peut-être pas l'intégration sonore, mais l'intégration de la consigne, de la consigne donnée. Et aussi que ça peut générer des troubles du comportement qui vont s'associer. Je ne sais pas si tu peux citer des troubles comportementaux qui s'associent justement à... Justement, des troubles comme l'apathie, comme l'agressivité, l'agitation, etc. peuvent être associés justement à des troubles cognitifs, mais aussi impactés par les troubles sensoriels. Parce que c'est vrai que dès qu'on entend beaucoup moins bien, et on voit beaucoup moins bien, c'est plus facile de se faire des histoires de qu'est-ce qui se passe autour de nous, parce qu'effectivement, on a du mal à capter la réalité sensorielle autour de nous. Donc c'est vraiment, il faut faire attention côté évaluation, et aussi on n'arrive jamais à faire vraiment le tri, mais prendre en compte en fait que la présence des troubles sensoriels peut effectivement être un facteur qui cause, impacte au moins ce type de troubles. Il faut rappeler aussi que l'apathie, c'est un trouble de motivation, et donc si le patient il a un trouble de motivation, ça va être aussi difficile peut-être de lui faire passer tous les tests. Bien sûr. Or, quelle importance, donc oui, il va avoir des difficultés à évaluer les troubles sensoriels en cas de troubles cognitifs, et c'est important, tout simplement parce que ça va nécessiter aussi une prise en charge qui va pas être la même, qui va être beaucoup plus pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que c'est important aussi ces liens entre personnel, professionnel de santé sur les troubles sensoriels et professionnel de santé sur les troubles cognitifs, parce qu'il y aura besoin que tous ces professionnels soient rassemblés dans la prise en charge. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait aussi qu'il y a besoin de plus d'informations sur la santé chez les patients quand ils ont des troubles combinés. Ils sont vraiment en demande de plus d'informations. Si on va avoir besoin de savoir en quoi l'un va impacter, en quoi l'autre impacte, et en quoi les deux vont impacter aussi sur son quotidien. Un soutien psychologique, patient aidant,
Tu peux en parler, je pense. Hein. C'est super important aussi. Ça revient à l'histoire de l'aidant, parce que l'aidant, c'est pas juste dans l'évaluation, mais c'est surtout dans la prise en charge qu'il faut l'impliquer, parce qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas, qu'ils comprennent pas. Et c'est une longue démarche, c'est-à-dire que l'annonce diagnostique, mais aussi tous les suivis, nécessitent souvent d'un soutien. Parfois, c'est un soutien psychologique, parfois, c'est juste ponctuel, parfois, c'est longitudinal, ça dépend de la couple. Mais effectivement, c'est super important parce que c'est effectivement un diagnostic des troubles cognitifs associés à des troubles sensoriels peut vraiment altérer significativement la vie quotidienne, pas juste du patient, mais de la famille, de l'entourage. Donc c'est important de faire du soutien comme besoin. Et c'est vrai qu'on le voit particulièrement au centre mémoire. Pour ceux qui travaillent dans les centres mémoire, ils voient bien l'importance de l'aidant. On l'a aussi dans les cas des troubles sensoriels, dans la surdité, mais c'est quand même plus marqué encore en cas de troubles cognitifs où l'aidant est vraiment très présent. Après l'éducation thérapeutique, évidemment, pour l'utilisation des aides auditives ou visuelles, que ce soit les lunettes ou la prothèse auditive, il y aura besoin de cette aide et cet aiguillage aussi pour tout ce qui est utilisation, mais pas que, c'est aussi pour l'entretien de ces aides. Alors, ce qui a été soulevé par l'équipe d'Iracema Leroy, donc on en commence à en parler, vu que c'est aussi l'équipe qui est en lien avec la mise en place du projet SenseCog, c'est qu'actuellement, plus de 94% des patients avec troubles cognitifs et déficience sensorielle, donc que ce soit auditif ou visuel, ont des besoins de soins, de soutien qu'ils estiment non satisfaits. Donc ça veut dire que c'est énorme et qu'actuellement, cette prise en charge qui se veut pluridisciplinaire avec l'écoute des besoins spécifiques n'est pas mise en place. Or, toujours pourquoi c'est important de détecter un trouble auditif, là particulièrement chez les patients avec troubles cognitifs, on a vu que ça permet de diminuer la pente de déclin cognitif, mais aussi on sait que plus les sujets, donc là je parle de la maladie d'Alzheimer spécifiquement, ont une acuité auditive réduite, plus les troubles cognitifs sont sévères. Donc c'est-à-dire qu'en cas de troubles cognitifs, mais aussi plus on aura de déficience auditive, plus ça va renforcer le trouble cognitif. Et par contre, que quand l'audition est prise en charge, on peut diminuer les troubles comportementaux qui sont quand même gênants dans les prises en charge, surtout que tout ce qui est agitation aussi, donc ça va diminuer et améliorer la qualité de vie. Donc ça c'est pareil, c'est l'équipe de Doise qui sont la même équipe, Doise et Leroy dont on reparlera, qui l'ont bien mis en évidence, donc l'importance de détecter et de prendre en charge ces aspects. Voilà. Des troubles sensoriels dans les pathologies neurodégénératives, est-ce qu'il y en a? Pourquoi c'est important de sensibiliser? Parce que oui, il y en a, et il y en a plus que quand il n'y a pas de troubles cognitifs. Donc ça veut dire une double difficulté. Par exemple, si on parle des atteintes visuelles, on en voit encore d'autres, il y a beaucoup de recherches aussi qui sont mises en place notamment sur les troubles visuels qui seraient même des facteurs de risque, au même titre que des facteurs auditifs, des facteurs de risque de développer une démence. Et on sait qu'il y a des atteintes qui sont neurorétiniennes, avec notamment une diminution de l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes et l'épaisseur au niveau de la macula qui sont visibles, et une relation entre la baisse du volume maculaire et l'intégration de visuel. Alors, pour expliquer un petit peu, il va y avoir chez ces patients une disparition d'un effet qui est connu, qui est l'effet de McGurk, et que je vais vous présenter ici pour... Hop. Tu vas mettre le lien peut-être? Ouais. On a perdu du temps, mais je te couperai. At any one moment, what do you hear? Qu'est-ce que vous entendez? Have a look at this. What do you hear? Et maintenant? But look what happens when we change the picture. Et maintenant? And yet, the sound hasn't changed.
In every clip, you are only ever hearing ba with a B. Ba, ba, ba. It's an illusion known as the McGurk effect. Donc, comme vous l'avez vu hein, et compris, alors qu'est-ce qui se passe dans cet effet McGurk? Donc en fait, on couple, effectivement, les sons c'est toujours les mêmes, mais les visuels changent. Et donc on fait une sorte d'intégration multisensorielle pour laquelle voilà, on change au niveau auditif les sons. On entend une autre son. Et c'est incroyable. Ça fonctionne à chaque fois, même si on le sait. Ouais, ça. Mais c'est vrai que et cet aspect, c'est vraiment parce que justement, on a une bonne, pour avoir cet impact-là, cet effet-là, il faut avoir une efficience visuelle préservée, des capacités visuelles préservées et des capacités auditives préservées pour qu'on ait ces distorsions. Si jamais justement on a une atteinte visuelle, on n'aura plus la distorsion parce qu'on n'aura plus justement cette différence, cette perception tout simplement de perception labiale qui va nous changer notre perception sonore. Donc il peut y avoir cette disparition par cet effet dans des cas où il y a vraiment une baisse au niveau maculaire, une baisse du volume maculaire important. Mais il y a aussi des troubles auditifs dans la maladie d'Alzheimer, comme on l'a dit, facteur de risque d'entrer dans la démence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que près de 90% atteints de démence légère ou modérée présentent un trouble auditif considéré comme significatif, comme délétère. Et plus de 30% ont une déficience visuelle. Donc les deux, quand même, sont des pourcentages importants. Il faut savoir que les déficiences auditives et visuelles sont plus fréquentes, ce qu'on explique, que chez les personnes chez les personnes vivant dans les maisons de soins. Donc ça, pareil, c'est le roi qui l'a mis en évidence. Ces déficiences auditives et visuelles vont être encore majorées quand c'est dans des maisons de retraite, EHPAD, etc. Mais, et là c'est toute la difficulté, seulement actuellement 10% des patients Alzheimer qui présentent une déficience auditive ont une aide auditive contre 60% des gens qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on a quand même une grosse différence de prise en charge actuelle chez les patients qui ont des troubles cognitifs. Alors pourquoi? Pourquoi, c'est la grosse question, pourquoi? Alors quelle difficulté, à ton avis, voilà. Mais déjà, effectivement, qu'est-ce qu'il a cité Oriane, il y a une difficulté d'appareiller, après d'utiliser correctement l'appareillage. C'est-à-dire que même les accompagnants, on avait fait un peu d'enquête et nous disaient est-ce que ma maman va garder pour de vrai au final cet appareil parce qu'elle ne supporte rien, elle n'est pas capable de s'en servir, donc est-ce que c'est la peine de faire toute cette procédure en fait pour l'appareiller quand après elle n'est pas capable de s'en servir. L'autre chose, c'est que parfois on ne le sait pas. C'est-à-dire que si on teste, on découvre qu'ils ont des troubles auditifs et parfois on ne le sait pas ou on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur la cognition. C'est-à-dire que ma maman, elle a des problèmes cognitifs, en plus elle est un peu sourde, c'est pas grave si elle est sourde. Donc on se focalise sur les troubles cognitifs, mais le fait qu'elle n'entend pas bien, on ne les considère pas comme quelque chose à prendre en charge rapidement. Donc je pense que c'est une combinaison des deux, et peut-être qu'il y a d'autres facteurs encore qui impactent. Tu l'as en tête des autres? Ce qu'on peut recenser au niveau plutôt littérature, c'est qu'on l'a dit, il y a souvent une absence de plainte ou même de perception. C'est-à-dire les patients avec des troubles cognitifs ne vont pas percevoir leurs troubles. Il va y avoir des difficultés pour la passation des tests, ça veut dire visuels, audiométriques, ça va être difficile de les passer ou difficile aussi d'interpréter. Des technologies audioprothétiques inappropriées, c'est-à-dire que souvent il y a une perte d'autonomie. Nous, quand on a une perte d'autonomie, est-ce qu'on sait vraiment se servir de l'appareil auditif, d'oubli aussi de cet appareil? Un manque de possibilités de suivi, on le voit bien dans le centre mémoire, quand on veut suivre aussi nos patients, on renvoie des SMS parce qu'il y a des troubles de mémoire, donc souvent il y a des oublis. Donc c'est vrai, quand il y a un trouble cognitif, ça complique aussi le suivi des troubles sensoriels. Il y a un manque de formation des équipes à l'utilisation des aides sensorielles dans les institutions. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment soulevé aussi par une étude récente et qui disait que le personnel dans les institutions et pas de maisons de retraite avait vraiment envie d'aider. Donc ils étaient loin de ne pas vouloir, mais surtout ils disaient qu'ils n'étaient pas formés. Donc ils ne savaient pas comment entretenir et utiliser tout ce qui était aide sensorielle, que ce soit au niveau visuel ou auditif. Alors, ça souligne bien sûr l'importance d'un dépistage croisé, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est que forcément,
il faut essayer, et là il y a aussi justement un enjeu sur les différents professionnels de santé, quand on travaille en centre mémoire, d'avoir des liens avec les centres de référence en surdité par exemple, ou pareil au niveau des services ophtalmo, et vice-versa. Donc la plupart des personnes atteintes de démence n'ont pas conscience de leurs troubles auditifs et sont susceptibles de moins signaler des troubles sensoriels. C'est pour ça que c'est important qu'on détecte les troubles auditifs et visuels chez les patients avec troubles cognitifs. De la même manière, les personnes qui ont des troubles auditifs, elles vont être peut-être moins à même d'utiliser des aides, elles vont avoir plus de mal à répondre aux évaluations et aux prises en charge, ce qui nécessitera vraiment de pouvoir aussi dépister ce trouble cognitif quand il est là. Alors on arrive sur les outils et on rentre en plein cœur de l'étude SenseCog sur laquelle on voulait vous amener. Et c'est qu'il y a des outils quand même pour ça, et notamment des guides avec des recommandations qui sont vraiment d'intérêt, qui ont été donnés par l'équipe justement de SenseCog, avec Iracema Leroy, toujours qu'on voit là donc en 2020, et qui disait notamment, mais je vous conseille, référence plutôt que tout redétailler, à l'article de la Suro, mais là qui va sortir prochainement, et qui explique les différentes recommandations données, telles que proposer des tests auditifs à toutes les personnes nouvellement diagnostiquées avec pathologie neurodégénérative, utiliser des approches plus centrées sur la personne, adaptées aux besoins des individus, donc beaucoup plus sur la personnalisation aussi, que ce soit l'évaluation de la prise en charge. Les outils, quels outils on utilise pour détecter un trouble cognitif chez un patient qui a un trouble visuel ou auditif? C'est une vraie question. C'est une question qu'on a aussi tous les jours en centre mémoire. C'est-à-dire que par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez là? Peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, c'est la MOCA. C'est en fait un petit test qui dure une dizaine de minutes pour évaluer au niveau global les niveaux cognitifs de la personne. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de parties, déjà à coup d'œil, on les voit visuelles, c'est-à-dire qu'il faut par exemple faire une sorte de tâche de TMT, c'est-à-dire relier les chiffres et les lettres dans le bon ordre, donc il faut les voir déjà. Il y a une copie des cubes, donc une copie, un dessin, donc il faut encore une fois bien voir, et des tâches aussi plutôt graphiques, dessiner une horloge, et nommer des animaux. Toutes ces tâches pour les personnes qui ont des troubles visuels sont compliquées, effectivement. Et après, il y a une partie des tâches qui sont plutôt compliquées pour les personnes qui ont des troubles auditifs, c'est-à-dire que pour faire un screening complet des fonctions cognitives, on doit évaluer la mémoire, les capacités attentionnelles, les langages, etc. Et les épreuves comme ici sont des répétitions de phrases pour le langage, par exemple. Donc si on entend mal, on a du mal à répéter. Et pareil pour la mémoire, il faut en fait se souvenir d'un liste de mots. Là, c'est 5 mots pour ce test. Mais voilà, pour se souvenir des mots, il faut bien les entendre. Et donc, si on a du mal à entendre, c'est clair que ce type de test, qui est très utilisé, qui est le gold standard dans plein de centres, aussi, en France, voilà, un peu partout, c'est difficile à utiliser. Et c'est vrai, comme le dit Valéria, et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est qu'on va tout changer. C'est-à-dire que si on fait, notamment le rappel, on sait que c'est vraiment les mots à répéter, avec le rappel immédiat ou différé, avec cette notion qui peut avoir d'indissage ou non, ça dépend des tests qu'on utilise. Et ça, les clés, souvent c'est ça qui est à regarder pour se dire est-ce qu'on n'est pas aussi en face d'une maladie d'Alzheimer de type amnésique. Et donc c'est vraiment le signe d'alerte. Sauf que dans ce test précis, si vous dites visage, velours, église, marguerite, rouge, c'est pas entendu. Si vous répétez la consigne, c'est une facilitation au niveau amnésique aussi qui va tout modifier les résultats que vous obtenez. Donc il y a plusieurs possibilités qui ont été soulevées pour justement adapter ça, parce qu'on comprend tous les biais de ce genre de test. Alors déjà, ce qui a été montré, c'est que la tâche du rappel, comme on le disait, du MMS, c'est celle qui est la plus impactée par le déficit auditif. Donc c'est la plus impactée, mais en même temps, c'est celle qui est la plus intéressante généralement quand on regarde ce genre de test court de dépistage. Donc là, on est vraiment gêné. Et il y a eu des versions adaptées de batterie qui ont été mises en place, telles que celles développées par Aline et son équipe, avec aussi possiblement des fois des items qui ont été omis.
Et ça, on est un peu gêné parce qu'il y a des choses qui ont été développées vraiment sur le côté visuel avec des PowerPoint où là, c'est adapté aux troubles auditifs. Mais par contre, quand on enlève des items, on ne se retrouve plus du tout avec la même échelle. C'est ce que vraiment l'équipe de Senscog a soulevé, Valéria va en reparler, et c'est ce qui a été fait, notamment, on le voit, par exemple, au niveau de la vision. Donc, qu'est-ce qui a été fait actuellement disponible sur le site de la MOCA. Donc on se rappelle bien de ce qu'a détaillé Valéria en termes d'existence des échelles. On ne sait pas s'il va l'ouvrir ou pas, mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait s'il ne s'ouvre pas? C'est qu'ils ont coupé la partie de haut. Donc la MOCA part ici, sur la tâche de mémoire, et le score, à la place d'être un score sur 30, c'est un score sur 32. Sur 22. Sur 22. Ah, ça y est. Donc là, comme on le voit, eh bien, tout simplement, on a mémoire, on a attention, on a langage, abstraction, rappel, orientation, sur 22. Et donc le normal devient maintenant supérieur ou égal à 19 sur 22. Donc si on change absolument toute la donne, il y avait quand même une adaptation qui est très limitée, c'est-à-dire que chacun de ces domaines-là ont été gardés, mais ces domaines-là ont été enlevés, même si ce n'est pas exactement les mêmes tâches qui sont passées. Ce qui est dommage parce que, voilà, si on les met, c'est parce qu'on sait qu'ils sont pertinents. Et c'était donc un des premiers objectifs de Senscog, c'est de se dire, soulever ça, c'est qu'on peut... il est difficile d'imaginer qu'on va avoir la même sensibilité pour faire du dépistage quand on a au final des outils qui ne sont pas les mêmes, avec l'omission d'items qui sont dépendants du côté sensoriel. Et donc je peux peut-être te laisser introduire qu'est-ce que Senscog. Oui, donc là on vous a présenté ça parce que déjà nous on y a un peu travaillé, donc on connaît bien la thématique, et c'était aussi pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est un projet de recherche au niveau européen. Donc comment ça se fait. Donc là c'est un projet dans le contexte, ce programme cadre qui s'appelle Horizon 2020. Qui a été financé, ça fait maintenant presque 7 ans. Il a eu un peu ça se termine cette année, il a pris du retard à cause du Covid parce qu'ils étaient en plein milieu de l'étude et là ils ont complètement arrêté et repris ensuite. Donc ça se termine cette année. Et c'est vraiment une grosse étude en fait visée sur l'audition, vision et cognition, quels sont les liens et comment améliorer la qualité de la vie et la prise en charge et l'évaluation de ces types de patients qui vivent avec déficiences sensorielles et cognitives associées. Donc si on peut avancer, je vous ai montré juste le consortium. Donc une des caractéristiques des projets européens, c'est qu'il n'y a pas un seul pays. Et l'intérêt, c'est vraiment d'en coupler plusieurs. C'est-à-dire que les résultats qu'on va collecter ne doivent pas être intéressants uniquement pour la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Ça doit être intéressant pour les réseaux européens. Et donc là, vous avez tous les partenaires qui sont là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas uniquement, vous voyez, des universités, c'est souvent des projets de recherche qui sont portés par des universités, mais on a besoin aussi des centres cliniques. Par exemple, ici en France, c'était le CHU de Nice, parce qu'il faut faire des tests sur les patients, donc on a besoin des cliniciens aussi. Et on a besoin aussi d'entreprises. Donc là, il y avait pour exemple Essilor et des boîtes qui fournissaient les matériels pour la prise en charge auditive et visuelle. Il y a aussi même des partenaires qui s'occupent uniquement de disséminer les résultats auprès du grand public, après des instances aussi publiques, des organisations, parce que ça ne reste pas juste pour la recherche, mais que les résultats soient partagés et ils servent à quelque chose. Donc une fois qu'on connaît tout ça, que les acteurs aussi politiques s'engagent en fait à diffuser et à prendre en charge différemment ce type de troubles. Donc, quel est l'objectif du projet Senscog? Vraiment, c'est, on l'a dit plusieurs fois, donc on sait bien que les problèmes psychiques, cognitifs et visuels sont souvent associés. Et en Europe, ils sont vous savez que l'Europe est une population vieillissante, donc on a plein de personnes âgées, donc ça va être parmi les premiers grands défis identifiés en fait au niveau européen pour la santé. Et voilà, et donc on a déjà dit tout ça, souvent ils arrivent au même temps et ils impactent forcément la qualité de la vie. Et donc l'idée c'est de promouvoir vraiment auprès des instances européennes une détection précoce de ces troubles cumulés
et une prise en charge aussi, mettre en place une prise en charge qui soit adaptée et qui prend en compte pas justement le fait d'appareiller les gens, mais de les aider à les appareiller et de garder leurs appareils, parce que c'est ça qui, on a vu, fait la différence en fait, si on arrive à les porter ou pas. Et donc je vous ai déjà parlé du consortium. Et l'autre chose d'un projet européen, c'est qu'il faut, en fait, ce gros travail qui va être fait d'habitude, c'est un work package, c'est ça? C'est ça. Parce que les work packages, sur au niveau des plans de travail, ce qu'il faut savoir, c'est quand on construit un projet, mais que ce soit pas forcément les projets européens, même un ANR, même un projet national, il va y avoir des work packages. C'est-à-dire qu'on doit faire des diagrammes généralement, des flowcharts un peu de Gantt, où on va dire, pendant cette période-là, généralement ça peut être sur 3-6 ans, je vais avoir mon work package 1 qui va durer de janvier par exemple à mars 2022. Après je passerai à mon work package, donc ça c'est tous des plans de travail avec des délivrables qui doivent être fournis. C'est-à-dire que quand on soumet un projet de recherche, il faut dire à quel moment je vais faire mon work package, qu'est-ce qu'il contient, donc il y a un titre, mais après il y a un gros détail, et aussi quand je l'aurai fini, quel délivrable je dois rendre et à quelle date. Et ça, qui généralement est transféré aux instances financeurs, tout à fait. Donc à H2020 ou à LR. Oui. Et en plus, on a un responsable pour chacun. C'est-à-dire que chacun des partenaires, en principe, souvent est responsable d'un work package, c'est-à-dire qu'il s'assure que tous les partenaires, rarement il y a un partenaire qui travaille uniquement sur un work package, c'est toujours un projet collaboratif, mais il y a un partenaire qui est le leader de ces work packages. Donc, il s'assure que tout va bien, qu'on est dans les temps, etc. Sur cette explication, je vais laisser Valérie continuer. Super. Merci beaucoup, au revoir à tous et bonne fin de webinaire. Super. Et moi, je change de place. Donc, justement, dans ces projets SenseCog, il y avait 6 work packages prévus. Donc, un premier qu'on appelle exploration, c'est en réalité une revue de la littérature. Tout ce qu'Oriane vous a montré avant, c'est la base de départ en fait pour ces gros projets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer un gros projet si après on n'exploite pas toute la littérature qui existe. Et aussi, pas justement pour juste connaître la littérature, juste pour lire, mais pour savoir qu'est-ce qui est fait pour de vrai. Et c'est-à-dire que dans cette Work Package 1, c'était l'Université de Bordeaux qui a été beaucoup impliquée. Et ils ont vraiment fait des méta-analyses et des revues systématiques de la littérature qui apportent de nouvelles connaissances. C'est pas juste réviser qu'est-ce qui a été fait, mais mettre ensemble en fait des données ou réanalyser des données déjà publiées pour sortir de nouvelles connaissances. Si vous regardez sur le site du projet SenseCog, qu'on va vous donner à la fin, vous verrez qu'il y a plein de publications vraiment haut niveau de ce type où ils ont découvert, grâce à l'analyse des bases de données existantes, de nouvelles choses par rapport à la surdité, vision et cognition combinée. Après, il y a le Work Package 2 que je vous présente rapidement. C'est pour l'évaluation. Et ce Work Package est aussi surtout dédié à l'adaptation des instruments technologiques, comme par exemple la MOCA. Et intervention, c'est le Work Package 3. Donc, c'est ça qu'on a dédié plutôt aux aspects interventionnels. Et après, économie de la santé, c'était plutôt pour étudier l'impact en fait que prendre en charge ces troubles combinés peut avoir au niveau des gains au niveau de l'économie mondiale, c'est-à-dire le fait de prendre bien en charge ces troubles, qu'est-ce qui fait en fait gagner en termes de coûts de la santé au niveau des différents pays et au niveau européen. Et après, les gros Work Package pour communiquer les résultats, mais aussi, vous verrez, on était impliqué dans cette Work Package pour impliquer les publics à partir du démarrage. Et enfin, une gros Work Package éthique qui a géré en fait toutes les problématiques éthiques, pas juste pour monter les protocoles, mais qui vont avec, donc à partir du dépistage, de la prise en charge, etc. Ils ont fait une Work Package éthique spécifique. Donc, quelles sont les activités principales du projet SenseCog? Donc, en fait, je vous ai déjà dit, le premier, c'était l'exploration, donc le Work Package 1 principalement, comprendre mieux à partir de la littérature et des bases de données existantes quels sont les liens entre audition, vision et cognition et leurs troubles chez la population âgée. Et
deuxième Work Package, développer une grille d'analyse informatique, adapter en fait des instruments qui existent déjà pour évaluer les troubles cognitifs, mais à l'utilisation pour les patients avec troubles visuels et auditifs. Tester une nouvelle intervention pour prendre en charge ces troubles combinés. Et je vous disais, économie de la santé, estimer les coûts la réduction des coûts grâce à cette prise en charge et mettre en place un réseau pour engager en fait les participants, les patients même, mais aussi les associations des patients et les communautés, si vous voulez, politiques qui après peuvent mettre en place une intervention sur la base des résultats de l'étude. Donc, je vous disais déjà cette Work Package 2 parce qu'en fait, les centres de Nice, et surtout c'est le CHU de Nice qui a été impliqué dans cette étude, d'adapter la MoCA avec une version pensée pour les déficiences auditives acquises, c'est la MoCA H, qui est déjà en version préliminaire sur le site de la MoCA. Donc, vous pouvez la télécharger, même si elle n'est pas encore complètement validée parce que l'étude clinique n'est pas encore terminée. Et vous pouvez la voir ici. Donc vous voyez, c'est très similaire en fait cette version pour les déficiences auditives à l'autre, c'est juste que voilà, et là des items, des parties des items verbales qui ont été un peu changées, adaptées. C'est pas vraiment changé, c'est vraiment adapté. Vous voyez que par exemple ici, c'était une tâche où on devait, en pratique, à chaque fois, on lisait, les cliniciens lisaient une série de chiffres, des lettres dans le cas de la MoCA, et à chaque fois que les patients entendaient la lettre A, devaient taper avec la main sur la table. Alors là, ça marche évidemment pas très bien pour les déficiences auditives, et donc ce qu'ils ont fait, c'est une sorte de tâche plutôt Stroop, donc il y a des chiffres qui sont mis dans différents types de formes, et je pense que les patients doivent lire les chiffres, mais pas lire la chiffre quand elle était à l'intérieur d'un triangle. Donc voilà, ça fait une espèce de tâche go-no-go. Après, il y a des adaptations plutôt, voilà, pour les mots, par exemple, la répétition des phrases est remplacée par on donne des mots et il faut remettre les phrases dans le bon ordre. Donc, c'est pas du tout la même fonction cognitive, si vous voulez, langagère qui est en place. C'est-à-dire que c'est pas de la simple répétition, mais c'est vraiment de créer des phrases à partir des mots. Mais ça permet au moins de tester une compétence langagère grâce, et pas tout simplement de supprimer la tâche. Et pour plein d'éléments, c'est tout simplement à la place de dire, par exemple, lire les 5 mots à retenir, on les montre les 5 mots à retenir, et comme ça les patients peuvent lire en même temps à la place de juste écouter. Et je vous montre dans un moment les cahiers d'instruction. En pratique, c'est très similaire à ce qu'on fait à l'oral, mais tout est écrit. Toutes les instructions sont écrites en sorte que ce soit plus clair. La version que vous voyez là est la version en anglais. La version en français, elle n'est pas encore sur le site, mais elle va l'être bientôt. Et vous voyez que l'avantage, c'est que le scoring, c'est exactement le même qu'avec la MoCA originale. Et il y a été toute une étude de validation derrière pour montrer en fait que les versions sont équivalentes. Donc vous voyez, si ça vous ouvre, voilà, les instructions, tout ce que le clinicien dit est écrit en même temps. Et cette version, vous pouvez déjà la télécharger gratuitement sur le site de la MoCA, c'est-à-dire qu'il faut juste s'inscrire gratuitement, donner votre email adresse, créer un mot de passe et automatiquement vous pouvez rentrer dedans et la télécharger. Vous voyez que là, par exemple, cette partie, c'est juste l'instruction qui est écrite à la place d'être dite à l'oral par les cliniciens. Là aussi, il faut copier les cubes et à la place de juste dire il faut recopier les cubes, c'est écrit. Voilà, et pareil, les instructions pour les dessins de l'horloge. Là, les noms des animaux, voilà, c'est de la dénomination, mais c'est juste écrit plus grand. Pour les tests de mémoire, vous voyez que les 5 mots sont aussi écrits en gros, à la place d'être juste lus à l'oral. Et par contre, voilà, il faut les passer 1 par seconde, un peu comme on fait la lecture. Et après, les patients, ils les répètent, voilà.
Là, c'est la tâche de répétition. Il le répète une deuxième fois, comme dans les instructions originales. Et voilà, et c'est tout. Et après, on lui dit, essayez de les retenir parce qu'on vous les redemandera tout à l'heure. Et tout ça, c'est écrit. Ok, et là, pareil pour la répétition des chiffres. Là, c'est juste en fait que les chiffres, au lieu et en plus d'être donnés à l'oral, sont écrites. Il y a une répétition des chiffres droits, donc l'empan droit, et l'empan envers. Donc, c'est-à-dire qu'on répète 3 chiffres, mais à partir de la dernière. Voilà, là c'est la nouvelle tâche qui est donnée. Donc, à la place de taper sur la table quand on lit la lettre A, c'est plutôt, voilà, ne pas lire les chiffres quand il y a des triangles. Là, c'est du calcul mental. Les calculs mentaux restent les mêmes. Et là, c'est la phrase langage, en fait. Vous voyez qu'il donne des mots, il faut créer une phrase avec ces mots. Donc, c'est une tâche langagère qui n'est pas la répétition des phrases, par contre. 2, comme dans l'original. Il y a une tâche de fluence verbale phonémique avec la lettre F. C'est la même qu'il y a dans la version originale de la MOCA. C'est juste que c'est écrit, l'instruction. Après, il y a la tâche aussi de flexibilité mentale, en quoi ils se ressemblent deux objets, plutôt fonction exécutive. Et là, c'est exactement la même, c'est juste écrite. Donc, en quoi ils se ressemblent une banane et une orange. Et là, c'est juste l'exemple. Donc, les deux sont des fruits. En quoi ils se ressemblent, là, c'est un item, un train à une bicyclette. C'est des moyens de transport. Et en quoi ils se ressemblent, une règle et une montre. Et là, c'est des instruments pour mesurer. Là, ils répètent les mots qu'ils ont retenus. S'ils ne se souviennent pas des mots, on essaie de donner un indice catégoriel. Par exemple, le premier mot, c'était une partie du corps. Est-ce que vous vous souvenez laquelle? S'ils ne se souviennent vraiment pas, on fait, et là c'est au clinicien de faire, une liste de 3 différentes parties du corps et on fait une tâche de reconnaissance. Est-ce que laquelle de ces 3 mots étaient les mots de la liste? Et on fait la même chose pour les 5 mots. Voilà. Et à la fin, on lui demande la date complète de la journée et où on se trouve, comment s'appellent les bâtiments et dans quelle cité on est. C'est tout. Donc vous voyez que c'est très similaire à la MOCA originale. Et l'idée dans ces projets, c'était de l'adapter, donc de faire la version visuelle qu'on vient de voir, de faire la version pour les déficiences visuelles qui est plus adaptée que celle-là qu'Oriane vous a montré au début, donc que ça soit encore scoré sur 30, elle aussi, et pas tout simplement sur 22. Et donc l'idée, cette MOCA version visuelle, elle est encore en cours de validation. Et l'idée, c'est que, par exemple, des choses comme la copie de cube, on ne peut pas la faire parce que, voilà, avec déficience visuelle, on ne va pas demander de recopier un cube. Mais on peut, par contre, faire autre chose. Par exemple, poser des questions, combien de faces d'ongles a un cube, ou pour le dessin de l'horloge, demander quelle est la forme typique d'une horloge, ou combien de chiffres il y a dans une horloge, s'il faut indiquer l'heure de 11h10, où on met les aiguilles sur quel chiffre. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est beaucoup mieux que rien faire au final. Donc, cette phase, ils ont aussi testé et validé, mais ce n'est pas encore disponible sur le site. Ça va l'être bientôt parce que, je vous disais, les projets, ça se termine dans quelques mois. Après, en quoi ça concerne les Work Package 3, c'était justement l'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé comme intervention pour essayer d'aider les personnes avec troubles cognitifs et visuels. Alors, je reviens en arrière. Je voulais encore vous dire ici comment elle était faite une procédure de validation d'un test. Donc en fait, vous trouverez un résumé de l'étude aussi sur le site de l'assurant. Et cette validation du test, elle est faite comme ça. Ils ont pris différents groupes de personnes, des personnes qui n'avaient ni de troubles auditifs, ni visuels, ni cognitifs, et tous les différents groupes possibles, donc des personnes avec troubles visuels, mais pas cognitifs ni auditifs, des gens avec des troubles cognitifs, mais pas visuels ni auditifs. Donc ils ont fait toutes les combinaisons des groupes.
ils ont testé ces versions parallèles de la MoCA sur tous les groupes. C'est-à-dire que les groupes, par exemple, avec déficience auditive, testaient uniquement la MoCA qui les concernait. Mais par exemple, les personnes qui n'avaient pas de troubles auditifs testaient la version originale plus cette version, les items changés de la version adaptée. Et donc, pour voir si la performance des gens qui n'ont pas de troubles sur les deux tests est équivalente ou pas, sur les items. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas repassé toute la MoCA, mais juste les items changés. Et ils ont fait ça sur tous les groupes, déjà pour voir si elle est utilisable, si les items sont clairs, etc. Et sur les sujets qui n'ont en fait pas de troubles, est-ce que ça donne la même chose? Et ça, c'est important aussi à considérer parce qu'on veut savoir si les deux versions sont équivalentes ou pas. Et donc, dans les papiers de validation, vous verrez qu'ils sortiront des résultats au niveau des analyses sur vraiment les liens qu'il y a entre les deux versions parallèles de la MoCA, les trois versions dans le cas de la MoCA visuelle, et sur tous les types de populations toujours âgées, avec et sans troubles cognitifs. Si on passe maintenant au Work Package 3, c'était vraiment la mise en place d'une intervention pour ces personnes qui ont des troubles combinés cognitifs, auditifs et visuels. Donc là, l'intervention, par exemple, elle a été faite uniquement avec des patients avec des troubles cognitifs déjà plus avancés et qu'ils avaient en même temps aussi des troubles non corrigés, soit visuels, soit auditifs. Donc les schémas, vous n'allez pas lire dans les détails, mais ce n'est pas grave, je voulais juste vous montrer parce qu'on fait une focus recherche. Donc une des méthodologies les plus utilisées en fait pour démontrer la validité d'une intervention, c'est ce qu'on appelle l'étude clinique contrôlée randomisée. En anglais, c'est le Randomized Control Trial. C'est-à-dire qu'on a un bras, on les appelle comme ça, on a une partie des sujets, à peu près la moitié, qui font l'intervention proposée, l'autre moitié, qui en principe sont équivalents au premier en termes de troubles, qui ne fait rien sauf les traitements habituels. Et on suit les deux au niveau longitudinal, comme on disait avant, au cours du temps. On fait des évaluations avant de commencer l'intervention et après l'intervention et on compare en fait l'évolution au niveau, par exemple, cognitif, visuel, du bien-être, etc. Sur les deux groupes. Si à la fin de l'intervention, mais pas au début, on trouve une différence, ça veut dire que cette différence elle est due à l'intervention et pas à d'autres choses. On sait que les deux groupes vont probablement, dans la durée de 3 mois, par exemple, évoluer un petit peu au niveau du bien-être, au niveau parfois même de la cognition, si c'est des troubles neurocognitifs qui déclinent un peu avec l'âge. Mais le fait d'avoir un groupe contrôle, ça permet justement de prendre en compte ces changements qui sont dus à des facteurs extérieurs qui n'est pas lié à l'intervention. Donc parfois on trouve dans des études similaires, contrôlées randomisées, par exemple, qu'en réalité les groupes qui ne font rien ont un déclin et les groupes qui font quelque chose restent stables. Si on avait justement uniquement les groupes d'intervention, on dirait que l'intervention n'a pas marché. Parce qu'on voit qu'en fait, l'évaluation avant l'intervention est identique à l'évaluation après l'intervention. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, en réalité, si on ne fait rien, on voit que les groupes qui ne font rien deviennent de pire en pire. Donc le fait d'avoir déjà pas eu un déclin, c'est déjà un résultat. Et c'est un résultat important. C'est pour ça que les gold standards de cette étude pour tester l'efficacité, c'est vraiment une étude contrôlée randomisée. Et un autre processus, pourquoi ça s'appelle randomisé? Parce que justement, les patients qui vont ici dans les traitements habituels ou dans les groupes de traitement sont répartis d'une façon complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'ils font une visite initiale où ils font le screening, ils signent leur papier de consentement, on voit qu'ils sont bien éligibles et volontaires à participer à l'étude. Et après ça, il y a le processus de randomisation, c'est-à-dire que vraiment ils sont tirés au sort pour savoir s'ils sont dans les groupes intervention ou dans les groupes contrôle. Ce processus de randomisation, d'habitude, quand on a un bon nombre de sujets, nous permet d'avoir des caractéristiques similaires des sujets dans les deux groupes. Et bien sûr, on va vérifier après avec les analyses que c'était un peu le cas. Les deux groupes suivent donc les traitements, le groupe contrôle ne fait rien du tout, il fait juste les évaluations post-intervention et le groupe intervention, là, il fait quelque chose. Et en particulier, qu'est-ce qu'il a fait le groupe SenseCog? Alors, il y avait, comme je vous disais, plein de choses mises en place. Il y avait vraiment une thérapeute
Dans les principes, c'était une ergothérapeute qui allait à la maison des seniors et avec la couple aidant-aidé. Donc, c'était toujours l'accompagnant, c'était partie du processus en fait, et il faisait différents types de choses. Donc, la première semaine, c'était vraiment réévaluer les troubles de la vision et de l'audition avec des instruments aussi faciles à utiliser. Et réévaluer s'il y avait des besoins en plus qui n'étaient pas dépistés à l'avance. La semaine 2, c'était travailler avec la couple aidant-aidé pour les aider, comme on disait avant, à mieux se servir des outils. C'est-à-dire que souvent, l'abandon de l'utilisation, par exemple, de l'appareil auditif est dû au fait qu'on ne sait pas s'en servir, on ne sait pas comment les poser, comment les remettre, etc. Pareil pour les lunettes, c'est vrai qu'il y a des astuces sur comment les nettoyer, comment les garder, voilà, qu'il ne faut pas les abîmer la première soir. Ça semblerait logique, mais c'est vrai qu'avec des patients avec troubles cognitifs, parfois il y a des choses vraiment de base qu'il faut carrément mettre en place pour les aider à mieux se prendre soin d'eux. Une autre partie importante, c'était la communication aidant-aidé. C'est-à-dire que là, on a vu aussi, il y a souvent des problèmes de communication. L'aidant, parfois, ne comprend pas complètement les troubles de la personne aidée et il peut interpréter des choses de la mauvaise manière. Souvent, des changements de personnalité qui sont dus, en fait, ou de l'apathie ou de l'agitation qui sont liés à la pathologie, ne sont pas interprétés comme ça, mais comme, voilà, il est devenu agressif, il a changé, c'est sa faute, en fait. Donc, le fait de les aider à mieux communiquer et de mettre en place des stratégies aussi pour les aider à communiquer avec les déficits sensoriels, ça peut déjà alléger la vie quotidienne et améliorer la qualité de vie des deux. Donc, il y avait une semaine, une intervention dédiée vraiment à ça. Le thérapeute expliquait à la couple comment mieux communiquer s'il y avait des problèmes, carrément. Après, il y avait aussi une évaluation fonctionnelle dans l'environnement, c'est-à-dire que le thérapeute, l'ergothérapeute à la maison regardait si tout était bien conçu ou pas pour vivre au mieux. C'est-à-dire que parfois, il y avait des éléments qui étaient peu satisfaisants, comme par exemple la lumière dans la maison. Pour quelqu'un qui voit très mal, une maison très très noire n'était pas idéale. Donc, il y avait toute une partie avec des questionnaires aussi pour collecter les informations sur les problèmes éventuels au quotidien. Et après, ça c'est la même. J'ai remis la même. En fait, pardon. Qu'est-ce qui n'est pas noté ici et c'est parti, c'était qu'une fois identifié les besoins, on essayait de mettre en place des solutions. Par exemple, grâce au projet Senscog, des lampes spéciales ont été achetées pour justement favoriser une lumière plus chaude et plus adaptée pour les personnes avec des troubles visuels. Et ils étaient fournis gratuitement avec ces lampes en cas de besoin. Je me rappelle un cas d'une personne, la thérapeute nous disait, au contraire, elle avait une maison si lumineuse qu'elle avait du mal à voir. En fait, elle était en dernier étage avec toutes des terrasses vitrées qui étaient magnifiques, mais pour elle qui avait des troubles visuels, en fait, ça l'empêchait de vivre et vivait dans une seule pièce parce qu'en fait, dehors, il y avait trop de lumière. Et donc, dans ces cas-là, elle avait suggéré au contraire de changer un peu l'aménagement des choses, de mettre des rideaux, des choses pour aider, en fait, ce type de choses basiques, mais que parfois, on n'y pense pas. Et surtout, ce n'est pas la même chose qui était avant. Donc, cette dame, par exemple, elle adorait la lumière, mais sauf qu'avec les troubles cognitifs et surtout visuels qu'elle avait, c'était plus adapté. Et après, il y avait toute une partie, voilà, de donner des lampes, etc., de faire des lunettes adaptées, les gens qui n'arrivent pas à les garder sur la tête, d'avoir des sortes de bandeaux pour les aider, des choses portables que vous pouvez mettre dans les poches pour ne pas les oublier, etc. Donc, et là, c'était vraiment faire à mesure du patient. Donc, c'est pour ça que l'importance d'un vrai clinicien, c'était guider l'intervention, mais en même temps, pas adapter à chaque patient. Et aussi, voilà, les aider en fait à se remettre un peu dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que souvent les personnes âgées avec troubles cognitifs ont tendance à rester chez elles parce qu'ils n'entendent pas bien, ils ne voient pas bien, donc ils ont du mal à interagir dans les restaurants, dans les cinémas, etc. Et donc essayer plutôt de les refaire sortir avec des astuces, par exemple, voilà, mettez bien votre appareil auditif quand vous allez au restaurant parce que ça va vous aider un peu à trier les sons qui viennent de partout. Ou par contre, enlevez-le
si ça vous dérange les bruits de fond des autres qui parlent. Donc vous voulez aller au restaurant tout tranquille et sans engager des conversations, eh bien enlevez-le, comme ça vous mangerez tranquille. Et en dernier, voilà, là c'était l'intervention qui n'est pas encore terminée. En fait, si vous voulez, c'est terminer l'inclusion. Je pense qu'il y a à peu près 260 patients qui ont été inclus un peu partout. Donc ici sur Nice, il y a eu une grosse partie des sujets. Il y avait en Grèce, il y avait à Chypre, il y avait beaucoup au Royaume-Uni, qui étaient les coordinateurs de ces projets. C'était cette fameuse Iracema Leroy et Pierre Dawes qui sont justement là-bas. Et dans tous ces pays, ils ont participé à l'étude clinique et les résultats, en fait, les suivis des patients n'est pas encore terminé. Donc, on n'a pas encore les résultats qui sont disponibles. Ils vont l'être, je pense, dans l'année suivante parce que ça demande aussi une grosse partie d'analyse des données qui peut être faite qu'à la fin de l'étude. Donc, quand tous les patients ont terminé les 12 semaines d'intervention, plus en fait une période d'attente pour refaire les évaluations après un certain moment. Et en parallèle de cette intervention, il y avait le Work Package 5, c'était la communication, l'engagement avec les publics. Et nous, par exemple, comme Université Côte d'Azur, on était vraiment censé travailler sur ces projets-là, et qui a été fait en fait dans 3 pays. Donc c'était nous, Chypre et à Manchester, au Royaume-Uni. Et l'idée, c'était d'impliquer, il y a toute une partie communication, comme je vous disais, pour partager les résultats, mais il y avait aussi une partie qui est plutôt originale, au mieux, c'est l'était à l'époque, maintenant ça devient un peu à la mode, c'était d'engager directement les publics dans la recherche. C'est-à-dire que pas attendre la fin de la recherche pour donner les résultats au public, mais impliquer les personnes cibles dans la recherche au fur et à mesure qu'on l'a fait. Parce qu'on s'est rendu compte que leur support, leur avis est très important. Et donc là, c'était fait sur le format des focus group. Focus group, groupe de discussion et similaire. C'est-à-dire que pourquoi on le fait? C'est qu'on le fait parce que quand on fait recherche, c'est parce qu'on veut répondre à des besoins. Et il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux les besoins de la personne que la personne même. Et en plus, même si la personne a un déclin cognitif, ce n'est pas pour cela qu'elle n'est pas capable d'exprimer ses besoins. Et on sait dans la littérature que si on met les personnes au centre des technologies qu'après ils vont utiliser, des interventions qu'ils vont utiliser, ça va être beaucoup plus efficace parce qu'au final, on n'a pas besoin de les convaincre en fait à faire quelque chose. C'est eux qui sont à la demande de quelque chose, qui l'ont évalué au cours du projet et donc qui sont bien sûr plus motivés à l'utiliser. Et c'est aussi un petit, on l'appelle un partage de responsabilités. Souvent, les publics nous regardent à la fin et vous dites comment vous avez dépensé l'argent public, c'est pour faire ça au final. Donc, ils ne sont pas contents. Là, ils ne pourront pas les dire dans ces projets parce qu'ils ont participé à la construction du projet. Et donc, on partage un peu la responsabilité. Si on a avancé dans la mauvaise direction, en fait, c'était vraiment une mauvaise direction qui était par contre partagée un peu par rapport à tout le monde. Et en fait, juste pour vous expliquer comment ça s'est déroulé, parce que c'était intéressant aussi, je pense, c'était qu'au début, on a créé un groupe, là sur Nice, on était une dizaine. On avait une dizaine de qu'est-ce qu'on appelait les patients experts. Donc c'était un groupe hétérogène de personnes qui avaient des troubles soit visuels, soit cognitifs, soit auditifs, soit combinés, et des accompagnants aussi. Donc ils sont partis, ils étaient une dizaine à peu près. Et avant de commencer à nous faire aider, on les a aidés à comprendre mieux qu'est-ce que c'est la recherche. C'est-à-dire que c'est vrai que des personnes qui arrivent comme ça connaissent souvent vraiment pas bien les aspects recherche et surtout ils ont des idées fausses sur comment ça se déroule la recherche. Donc d'abord on a fait vraiment 6 semaines de training à la recherche. On leur a expliqué quel est le métier du chercheur, pourquoi on fait certaines choses, aussi quelles sont les démarches qu'on fait avant de monter un projet, les démarches éthiques notamment qu'on doit faire, donc le fait d'écrire un protocole avant de commencer, de déposer ces protocoles, d'avoir des accords éthiques avant de commencer. Ça, c'est quelque chose que souvent les personnes qui participent à une recherche ne sont pas au courant. Donc, c'était intéressant de leur expliquer. Mais après, on leur a expliqué aussi quels sont les principes de la recherche. Par exemple, pourquoi on a besoin d'un groupe de contrôle dans une intervention.
Et c'est quelque chose que ça les a aidés parce que une des gros questionnements qu'il y a dans une recherche longitudinale comme ça, c'est quel est l'intérêt pour moi de participer si je suis un sujet de contrôle. Donc en principe, je fais une évaluation, mais après, voilà, je n'ai pas d'intervention du tout, c'est un peu dommage. Et oui, effectivement, c'est vrai, mais une fois qu'il arrive à comprendre pourquoi au niveau recherche on a besoin de ces groupes de contrôle, ils nous ont effectivement aidés ensuite à, si vous voulez, mettre les choses bien sur papier pour les participants de l'étude clinique, comment leur expliquer pourquoi on a besoin de groupes de contrôle et comment les convaincre à ne pas abandonner l'étude dès qu'ils faisaient partie du groupe de contrôle. Donc c'était super intéressant sur cet aspect. Et ces sujets qui se rencontraient toutes les semaines, au niveau vraiment c'était une focus group, un groupe de discussion. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On les a réunis pour plusieurs fois, c'était des groupes de discussion ouverts, mais aussi à la fin des groupes, on avait des petits questionnaires qu'on faisait remplir pour voir la satisfaction, si c'était faisable, si c'était intéressant, si c'était clair. On a fait à la fin de tout ça des petites interviews personnelles pour leur demander encore une fois leur retour, etc. Et après qu'on a terminé, si vous voulez, les déroulés, plutôt d'expliquer qu'est-ce que c'est la recherche, là, à faire à mesure des avancées des projets, on leur expliquait quelles étaient les différentes étapes et où on avait besoin d'eux. Par exemple, voilà l'exemple typique, qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui participent au groupe de contrôle, pourquoi c'est intéressant de rester dans la recherche. Et encore une fois, à la fin, on récoltait toutes les informations et on faisait un retour à l'Europe, voilà, et aux participants qui étaient en train de monter l'étude clinique, vraiment de qu'est-ce qu'ils avaient dit les experts, les patients experts. Ok, et donc c'était un peu ça notre activité dans ce Work Package. Donc je vous remercie beaucoup de l'attention aussi de la part de Madame Gros et on reste disponible sur les forums pour des questions que vous pouvez avoir à ce sujet. Et vous avez aussi toutes les références en annexe sur les projets. Merci.